c'est aussi en se trompant, en réajustant qu'on finit par... tu m'aurais posé la question il y a un an, peut-être que ma réponse aurait été différente, mais ouais, aujourd'hui, je dirais que je pense que je ferais tout pas. Tu trouves des forces que tu peux même pas penser avoir et tu te surpasses, quoi. Donc non, je pense que ça se fait assez naturellement. Bienvenue dans Brave, le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes extraordinaires de mon entourage. Je suis Aristide, votre hôte, et dans chaque émission, je vous invite à plonger dans les récits inspirants et uniques des invités. Dans chaque épisode, nous explorons les parcours personnels et professionnels de ces individus qui ont surmonté des défis, trouvé leur voie et créé des expériences inoubliables. Préparez-vous à être inspirés, émus et motivés par les récits inspirants de ceux qui osent être braves. Et aujourd'hui, très très content de recevoir donc Camille et Dominique. Dominique, nous on s'est connus chez Kayad. Encore une fois, pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, c'est la pierre angulaire des personnes que j'ai reçues jusqu'à aujourd'hui. Pas de date. Et Camille, nous on s'est connus avant Kayad. Donc Kayad, la première Mais fois non. que je j'ai savais quelqu'un pas. d'avant Non, Kayad. c'est Team OMD. Team EMD, ouais. Ah Moi, je suis oui. arrivé chez EMD donc en vrai. 2014. Et Il y a un an avant. voilà, exactement. Ça nous rajeunit pas. Exactement, ça fait pas mal d'années. Et du coup, justement, peut-être première question, et peut-être pour te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez OMD et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? J'ai commencé mon parcours professionnel chez OMD. Au final, en fait, avant OMD, j'étais à la fac. Et en fait, j'ai fait mon premier stage chez eux. En fait, moi, pour mon parcours, en fait, j'ai d'abord fait une licence d'économie. Et après ça, je suis passée pour un Master 1 en banque. Et mauvais choix, poussé par les parents, j'ai voulu faire ça. Et en M2, j'ai changé pour aller faire un Master en alternance. MON, donc Management, Net Economy, quoi, en gros. Et du coup, je suis arrivée vraiment chez OMD par curiosité. C'était le début du digital, donc j'avais envie de toucher un peu à ça. Donc j'ai fait mon stage chez eux en M2. Et de là, en fait, j'ai été embauchée et j'ai commencé là-bas, quoi. Ok, donc tu as commencé par du search. Jusqu'à présent, c'est toujours du search. Par du search, c'est ça. Mais après, je suis allée voir quand même d'autres leviers. Chez OMD, j'étais 100% search. Et chez Kayad, j'ai fait search, un peu de social. Et puis après, je suis arrivée là où je suis actuellement, donc en agence de voyage, où je suis dans la team marketing, où je m'occupe de toute la partie paid médias. Ok, donc après l'agence, l'annonceur, on peut aussi revenir un petit peu sur les différences entre ces deux aspects, des trois grands aspects du monde publicitaire. Il y a la régie publicitaire, les agences et les annonceurs. Et du coup, toi, Adam, est-ce que ton parcours est similaire, fac ou études, puis ensuite directement Kayad, ou il y a des étapes intermédiaires ? Est-ce qu'il est cabossé ? Grosso modo, c'est un peu pareil, mais je dirais qu'il est atypique. Je pense qu'on plein de gens qui ont fini dans le digital. Aujourd'hui, ça a l'air de faire sens pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression qu'on est tous un peu arrivés là par hasard. Parce que c'était les débuts, parce que tu as fait une filière où il n'y a pas trop de taf, tu sais pas trop par où commencer. Moi, à la base, je viens de filière ultra littéraire. Donc, a priori, on ne s'attendrait pas à ce que je sois dans le digital. Je sais que ma mère me dit souvent comment tu fais pour compter. Alors que de base, compter les budgets et quand tu étais dans le média. Alors que de base, tu es plutôt littéraire, philosophie, littérature. Donc, moi, j'ai un parcours très littéraire. J'ai une licence LLCE, pour les anciens qui connaissent, langue et littérature des civilisations étrangères. Spécialité anglais. Donc, en fait, a priori, jusque-là, rien à voir. Ensuite, j'ai fait un master en commerce international, commerce et échanges internationaux. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en web marketing. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri finalement dans le digital. Pareil, par des stages au début, de l'alternance, et puis après, en CDI. Et après, ça a changé encore jusqu'à aujourd'hui où je suis plutôt, on va dire, toujours dans le digital, mais côté organique, quoi. Enfin, pas du tout paid, tu vois, dans le contenu. Globalement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait un peu de quoi on parle quand on parle de contenu. Donc voilà, sans rentrer dans trop de détails. Ok. Et du coup, c'est comme tu disais, peut-être cabosser le parcours, mais est-ce que quelles sont peut-être les difficultés qui te reviennent en tête quand tu repenses à ton parcours et même peut-être les choses dont tu es le plus fier aussi parmi tout ça ? Je pense que la première difficulté, c'est de se dire que je n'avais pas un parcours tracé. Enfin, tu vois, je ne fais pas partie des gens qui se disaient moi, quand je serai grande, j'aurai une licence en LLCE. Enfin, clairement pas.
Moi, j'avais envie de faire totalement autre chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient un peu libre de mes choix. Surtout parce que moi, je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Et puis, une fois que je suis parti, bon, c'est même pas qu'ils me laissaient libre de mes choix, c'est qu'ils n'étaient pas là. Donc, en fait, ils pouvaient pas faire grand-chose. Donc, je me suis retrouvé un peu seul à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je savais qu'à l'époque, j'adorais les langues, j'adorais lire, j'aimais beaucoup la philosophie. Donc, naturellement, je me suis dirigé vers des études un peu littéraires. Et je pense que ce qui était dur, c'était de faire quelque chose qu'on aime bien, mais dont on ne sent pas l'alignement. De se dire, je suis à ma place. Et je pense que moi, dans le pro, ça a toujours été un peu ma guerre intérieure de me dire, je ne dis pas qu'on doit se sentir forcément aligné avec le travail qu'on fait, mais en tout cas, pour moi, c'était important, parce que je connais aussi mon potentiel quand je fais quelque chose dans lequel je me sens aligné et que je me sens bien. C'était important de trouver ma voie dans la vie professionnelle. Et ça a été une bataille de tous les temps. C'est pour ça que j'ai un parcours aujourd'hui qui intéresse des recruteurs qui ont, j'ai envie de dire, un esprit un peu ouvert, mais c'est pour ça aussi que j'ai un parcours qui est très atypique. Okay. Parce que j'ai fait ces allers-retours pour essayer de, moi, me connaître, comprendre ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce que je recherchais. Comme tu disais tout à l'heure, on s'est connus chez Keyad, et pareil, Keyad, je suis arrivé en tout petit, enfin, moins par hasard, parce que j'avais déjà fait un stage, une alternance dans le digital, dans le search, du coup, et je suis arrivé par cette porte-là chez Keyad, qui a été une expérience formidable, je pense, pour beaucoup d'entre nous, en termes humains, mais aussi en termes pro, dans les ouvertures qu'il y avait par la suite. Mais c'est vrai que moi, je suis parti de là, dans cette quête d'un poste dans lequel je suis aligné. Okay. Et aligné, pour moi, c'était quelque chose de plus, peut-être moins, de plus créatif, quoi. Créatif, on va dire, voilà. Ouais. Grosso modo. Ok. Et c'est vrai que Camille, tu disais à peu près la même chose sur la partie les parents, la motivation ou le chemin qu'ils tentent de tracer. Est-ce que, comment tu t'es rendu compte que ces études en banque n'étaient pas faites pour toi, et comment tu as réussi à trouver la suite, quel a été le déclic, ou quel a été peut-être le signal pour te dire c'est peut-être ça que j'ai envie de faire? Clairement, on va dire que c'était les débouchés. Hein. Comme tu l'as dit, Dominique, on arrivait sur une époque où c'était clairement le digital qui... moi, en tout cas, j'ai senti que c'était un secteur qui allait qui allait pousser. La banque, malheureusement, on vient d'horizons différentes. On sait que pour certains, la banque, c'est pas forcément un secteur où c'est facile pour nous d'arriver. Donc, non, c'est ce choix-là. J'ai testé, j'ai aimé. Moi, j'ai fait quand même des chiffres en banque. Donc, il y avait la côté chiffres, analyse, un peu créatif aussi quand même un petit peu. Donc, c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, ça pouvait coller. Et au final, avec l'évolution que j'ai pu avoir, je pense que c'est clairement ça aussi qui m'anime. Donc, non, je pense que c'est un peu ça, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu disais que tu es agence de voyage, mais si on reparle principalement du parcours précédent, entre les deux agences, qu'est-ce que tu as retrouvé d'une première agence où tu es resté assez longtemps, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre dans une autre agence? Quel était peut-être le déclic à ce moment-là? C'était un peu la suite logique. Après, sur OMD, on était plus sur des clients, des annonceurs qui étaient plus branding. Keyad, c'est quand même une agence plus tournée à la perf. Moi aussi, j'avais envie aussi de me challenger là-dessus. Après, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que je suis maman. Je suis arrivée chez OMD comme jeune stagiaire alternante, pleine de volonté, disponible, etc. J'ai eu très vite des enfants. Hein. Je suis une génération où peu ont eu des enfants aussitôt. Donc, je me suis aussi challengée là-dessus aussi, avoir envie de voir autre chose. Donc non, c'est un peu ça. Je pense que c'était la suite logique pour moi de rester en agence d'abord pour pouvoir continuer d'apprendre, mais sur des annonceurs, des clients qui étaient différents. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que, effectivement, on l'a pas précisé, mais oui, le fait d'être mère, et on a la joie de pouvoir suivre l'évolution de tes enfants à travers ceux qui peuvent te suivre sur les réseaux, et on sait un peu ce qu'ils font, tu nous racontes ici, et c'est assez formidable. Mais comment tu arrives justement à équilibrer ton temps entre le travail, la vie familiale, et faire en sorte d'être performante dans les deux aspects, si je puis dire? J'ai une double casquette. Hein. Quand je suis au boulot, je suis productive. Je sais que j'ai des horaires qui sont limités. Donc, je me donne à fond, je fais ce qu'il faut pour le faire. Et une fois que je suis partie, je passe sur ma casquette de maman. Je suis à fond derrière eux. Je les soutiens dans ce qu'ils aiment faire aussi. Mais je crois que ça se fait naturellement. Hein. Peut-être que tu trouves des forces que tu peux même pas penser avoir.
et tu te surpasses, quoi. Donc non, je pense que ça se fait assez naturellement. J'avoue que j'ai pas forcément la recette, mais ouais, non, je pense que je l'ai fait. Je pense que c'est vrai que ça peut être inspirant, tout à fait, ça peut être le terme, et donner un exemple pour celles qui sont mamans et qui parfois aussi se cherchent. Ouais. Et de ton côté, toi, Dominique, au-delà de vous deux, vous cantonnez au rôle de femme, et peut-être même de femme noire dans ces industries. Est-ce que toi, Dominique, tu as peut-être rencontré parfois des difficultés avec ces deux L'aspect, faits-là? ouais. Enfin, avant de te répondre, je trouve que c'est important de revenir sur ce qu'elle disait Camille. Et je sais pas si je te l'ai déjà dit avant, moi je suis grave fier d'elle parce qu'on se Moi connaît en aussi. dehors des podcasts évidemment. Moi Et aussi, je moi trouve aussi. que c'est une dinguerie de gérer autant d'enfants et d'avoir un boulot à côté. Et je pense que parfois on se rend pas compte parce qu'il y a forcément un impact, comme on disait tout à l'heure, des débouchés parce qu'on a été un peu conditionné par nos parents. Mhm. Et puis après, tu es conditionné aussi par ta vie de mère, de te dire je bouge de l'agence pour l'annonceur parce qu'il me faut du temps à consacrer à ma famille, en fait. C'est-à-dire que le rythme de l'agence n'étant pas celui de l'annonceur, il faut que tu arrives à te... Et c'est vrai que ça, je trouve ça intéressant parce que ça rejoint la question que tu poses en étant femme noire, d'à quel point nos choix sont conditionnés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on choisit. Et je pense que dans la mesure du possible, on reste quand même assez privilégié parce qu'on a quand même pu faire des choix qui sont plutôt très cool. Mais c'est vrai que finalement, j'y pensais quand elle répondait de la question de pourquoi tu as choisi une voie et pas une autre. C'est qu'en fait, il fallait garder de l'argent. Il n'y avait pas de Clairement. notion de... Enfin, tu vas pas dire à tes parents, écoute, tu m'as payé des études jusqu'en terminale, après j'ai passé mon bac, je fais mon truc, mais en fait, là, je veux faire ce que je veux. En fait, chez nous, il n'y a pas de ça. Donc, tu vois, forcément, ça va te conditionner un peu dans le choix de ta carrière. Et moi, quand je vois des femmes mères, vraiment, force à vous, bravo, parce que je me dis, je pense que j'aurais pas pu. Et quelque part, ça m'a aussi aidé, moi, dans le choix de mon parcours, parce que je pense que si j'avais eu des enfants, j'aurais été moins libre de faire tous les moves que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle, quoi. Alors, ma condition de femme noire, je sais pas à quel point, je pense que aujourd'hui, avec le recul, je me rends mieux compte de pourquoi, comment et dans quelles circonstances ça peut être une limite. J'ai fait le choix de ne pas en faire une limite, mais parce que j'étais dans des endroits aussi où j'avais ce privilège. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible, mais j'ai eu la chance de pouvoir ne pas m'arrêter à ça. Je me rappelle, je raconte toujours l'anecdote d'un ancien conseiller d'orientation. Quand je passais de mon master en commerce international au master en web marketing, je disais, moi j'ai envie de faire ça, d'aller dans le digital et tout. Il m'avait clairement dit, tu ne trouveras pas de travail, c'est un milieu de blancs. Je me suis dit, bon, le monsieur était noir. J'ai appris plus tard qu'en fait, il avait raté son doctorat par racisme, etc. Donc j'entends. Enfin, je me suis dit, les gens parlent en fait depuis leur vécu et leurs propres expériences. Je ne peux pas m'arrêter à ça. Et heureusement que je me suis pas arrêté à ça parce que concrètement, j'ai jamais vraiment eu de mal à retrouver du travail, à trouver du travail derrière, sauf un peu moins là dernièrement, mais je dirais que oui, c'est une condition. Ça peut être compliqué, mais ça ne l'est pas toujours aussi. Et ça peut. On peut le vivre très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Mais on peut pas nier que, effectivement, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas toujours aussi simple. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on fasse ce qu'on est en train de faire, que tu fasses ce podcast, qu'on en parle pour que les plus jeunes d'entre nous se rendent compte qu'on peut être dans des espaces là où on ne nous attend pas. Parce que clairement, moi, j'ai souvent eu le sentiment, par contre, oui, d'être dans des espaces où on ne m'attend pas du tout. On s'attend pas à ce que je sois là et que, tu vois, on te regarde en mode, comment t'es arrivé là, en fait, tu vois. Ouais, Et ça, c'est vrai que si on se laisse miner par ça, ça peut vite être compliqué. Moi, je sais, quand je travaillais chez Keyad, de mémoire, je crois que j'étais la seule femme noire à l'époque. Donc bon, vous êtes arrivé après, tu vois. Ouais, je me souviens. Mais au encore, début, j'étais en mode, ouais. cool. Tu vois, c'est dur, en fait, d'évoluer dans des milieux dans lesquels tu ne vois jamais de personnes qui te ressemblent. C'est-à-dire que tu n'as aucune représentation. Et surtout, tu as l'impression de devoir être le porte-parole d'une communauté. Ouais. On se dit, et tu as une pression de te dire, moi, si je fais mal, on peut se dire qu'on n'embauche pas de noir derrière parce que j'ai fait mal. Et en fait, ça, c'est une réalité qui existe dans le milieu du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que, ou même, tu vois, quand tu fais ton CV, je mets la photo, je ne mets pas, c'est une charge mentale raciale qui est existante, quoi. Donc oui, ça existe, mais non, à chacun de voir dans quelle mesure on avance avec ou pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'en arrivant chez Kea, on a eu la chance de ne pas être confronté à ça. Ouais. Et qu'eux, ils avaient vraiment... c'était basé sur des compétences et des potentiels qu'ils voyaient. Et ça, c'est très cool. On l'a déjà dit dans un épisode précédent que j'ai fait, que c'est une expérience assez marquante pour tout le monde quand on passe dans cette agence, parce que on a senti, en tout cas,
la bienveillance Ouais, à la totalement. base. Ah, clairement. C'était la famille, quoi. Enfin, clairement, je pense qu'on est tous d'accord et on est tous potes. Enfin, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, depuis cette expérience-là, on est tous d'accord pour dire que bah, le casting était bien fait au départ aussi. Mhm. Enfin, on s'est retrouvés sur pas mal de choses. Donc, c'est vrai que. Et puis aussi, parce que je pense qu'on est dans un milieu digital qui, par rapport à d'autres, est quand même assez ouvert, qui a évolué avec son temps, qui est assez moderne, on va dire, Mhm. par rapport peut-être à d'autres secteurs. C'est peut-être aussi ça qui a joué en notre faveur, quoi, genre. Et tu as dit quelque chose de très intéressant quand tu disais que tu as l'impression que parfois c'était la seule personne noire ou femme noire de représenter toute une communauté. Est-ce que toi, Camille, c'est quelque chose que peut-être tu vois aujourd'hui chez l'annonceur ou que tu as déjà eu par des récits de ton entourage sur le fait que quand on fait quelque chose, nous en tant que noirs ou femmes noires ou femmes tout simplement, on représente un groupe de personnes Ah, mais qui nous clairement. ressemblent. Clairement, moi, je le sens encore aujourd'hui. En agence de voyage, je suis clairement la seule. Je suis la seule femme noire, finalement, de l'agence. Donc, j'ai l'impression quand même de toujours prouver un peu plus que les autres que voilà, j'ai ma place, même si je sais que voilà, j'ai été castée, entre guillemets, sur des compétences que j'ai. Mais oui, c'est vrai que ça joue encore aujourd'hui. Et après, voilà, on sait que voilà, on vient de loin. Chacun a fait son trou, entre guillemets. Donc, on est là où on doit être. Donc oui, il faut prouver. Après, voilà, on est chacun aussi compétent. Donc... Et tu penses pas, toi, Dominique, qu'il y a une charge on fait un focus sur les personnes noires, les femmes, sur ces minorités, entre guillemets, parce que c'est important et on le fait aussi parce qu'on a tous un vécu assez... c'est notre vécu et on a tous des expériences à raconter autour de ça. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une nécessité de notre part de devoir toujours faire plus que des personnes qui ne sentent pas les privilèges peut-être qu'ils ont? Honnêtement, je pense que c'est une pression que je me suis enlevée avec le temps. Enfin, je me suis dit, écoute, moi, j'ai pas à être la porte-parole des gens. Parce qu'on a déjà assez de trucs à gérer. Et puis surtout, Camille et moi, nous sommes deux femmes noires, mais nous sommes complètement différentes. Donc en fait, ce truc de la femme noire, elle est comme ça, il y a des femmes noires. Nous sommes pluriels et variés. Moi, je peux être dans un boulot faire de la merde. Camille, elle arrive, elle est parfaite. Enfin, comme pour tout le monde, en fait, tu vois. Et donc, je pense que c'est un poids que je n'ai pas envie de porter. Malheureusement, c'est un poids qui existe. Et je pense qu'il est aussi perpétué par nos cultures et nos parents. Moi, quand j'ai quitté le Cameroun pour venir en Europe, c'est la première fois que j'ai entendu ma mère me dire fais attention à être toujours bien habillée, la tête haute et rester dans le cadre, quoi. Enfin, mais parce qu'elle savait que quand tu vas arriver dans un environnement où... Moi, j'ai découvert que j'étais noire en arrivant en France, je le dis souvent, parce que j'ai grandi dans un environnement où tout le monde me ressemblait. Donc, en fait, quand elle te met en garde ou quand tes parents te disent tu dois toujours être le meilleur à l'école, il y a ce stress qui est sous-jacent, qui n'est jamais vraiment verbalisé, mais on grandit avec ce truc-là. Donc, en fait, je ne veux pas dire qu'il ne vient que de la société qui nous le renvoie, ou de la société blanche qui nous le renvoie, ou non noire. Il vient aussi de nos cultures, mais in fine, ça vient quand même d'une histoire qui est beaucoup plus ancienne, tu vois. Donc oui, c'est un poids, c'est un poids qui existe, et je ne me souviens plus si j'ai répondu à la question, parce que je ne me souviens plus de la question. Mais c'était quoi la question? Je ne sais plus si j'ai répondu. C'était juste de savoir si on représente un groupe plus que sa même personne, tu l'as dit un petit peu, oui, le fait que une personne peut être différente et que peut a les mêmes caractéristiques, mais peut in fine délivrer. Et je pense d'ailleurs que ce qui prouve que ce poids-là existe, c'est... Là, on revient un peu en arrière, mais 2020, George Floyd, Black Lives Matter, et on voit que c'est à un niveau mondial. Ce n'est pas que en France, ce n'est pas que... où les minorités raciales et surtout noires, on a, oui, une place à se faire. Quand ils ouvraient dans nos boulots des sections inclusion et diversité, c'est que c'est pour une raison. C'est qu'ils savent qu'il y a un problème à adresser, ou en tout cas une problématique à prendre en compte. Mais c'est très vrai. Et du coup, je pense que nos parcours de vie sont ce qu'ils sont. On a fait nos erreurs et nos victoires qui ont permis d'être là aujourd'hui. Et justement, est-ce que si y avait quelque chose à refaire, vous changeriez quelque chose? Est-ce que, Camille, est-ce que tu te dis j'aurais peut-être dû continuer dans la banque, ou alors c'est quelque chose qui m'a servi, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours? Non, honnêtement, clairement, mes choix, je les ai faits parce qu'il y avait des raisons de faire ces choix-là. Donc non, je ne reviendrai pas en arrière. Après, voilà, il y a des choses que peut-être j'aurais fait différemment. Mais non, je suis fière de ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je suis fière d'être là où je suis. J'ai mes enfants, j'ai ma vie.
je suis entourée de belles personnes. Hein. On parlait d'elles, on parle aussi de toi. Hein. Enfin, voilà. Enfin, clairement, on fait des rencontres que voilà, je ne regrette pas d'avoir fait. Donc, non, autant professionnellement que personnellement, je ne change rien. Et toi, Dominique? Je pense en vrai pareil. Enfin, parce que c'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question. Parce que je pense que j'ai toujours fait des choix un peu réfléchis. Mais peut-être que je n'ai pas toujours mesuré les risques. Mais avec le recul, je me dis, si c'était à refaire, j'aurais fait exactement pareil. Parce qu'en fait, ces erreurs-là m'ont permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que même si c'était pas toujours évident, même s'il y a eu des moments où je me suis dit, t'es sûr de ton move, je pense que je referais pareil en fait, ouais. Parce que c'est au final, c'est aussi en se trompant, en réajustant qu'on finit par... tu m'aurais posé la question il y a un an, peut-être que ma réponse aurait été différente, mais ouais, aujourd'hui, je dirais que je pense que je ferais tout pareil. Après, je pense que on a besoin d'être parfois un peu plus bas pour aller plus haut. Donc ça, c'est quelque chose qui après coup, avec la maturité et l'expérience qu'on a acquise, permet de prendre du recul. Et typiquement, si tu devais prendre un jeune sous ton aile, peut-être ou te parler au toi il y a 10-15 ans, quels sont les conseils que tu pourrais donner, ou en tout cas, petits tips qui te permettront de gagner du temps, avoir un peu un sentier déjà battu, comme on le voit dans le mentorat parfois. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs, déjà du secteur, de ce que la personne a envie de faire. Mais je pense qu'il y a des conseils qui fonctionnent, je pense, pour tout le monde et qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Le premier serait, je pense, le travail sur soi. Je pense que la connaissance de soi, c'est l'élément central pour être à peu près sûr de faire des choix qu'on ne va pas regretter. Parce qu'en fait, plus tu te connais, plus tu vas poser tes pions en fonction de ce qui, toi, t'intéresse, plus tu vas pouvoir écouter moins le bruit autour de toi et rester focalisé sur ta vision. De te dire, moi, je me connais à l'instant T, ce que je veux pour moi, ce qui m'inspire, ce qui me motive, ce qui me drive, c'est ça. Et en fait, c'est ça que je dois suivre. Et c'est hyper dur dans une société où on est extrêmement... Et on a du bruit autour constamment. C'est-à-dire que, solliciter tout le temps, la pub, aujourd'hui les réseaux, la télé, les machins. Et en fait, c'est très dur de shut down tout ça, de se demander qui je suis vraiment en dehors de l'influence extérieure. Et ça, je pense que, surtout quand tu es jeune, c'est hyper dur à faire parce que tu te construis. Donc, en fait, tu veux avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe social. Donc, parfois, tu vas un peu suivre les gens, tu vois. Donc, ça dépend aussi jeune à quel âge. Mais je pense que la connaissance de soi, c'est une première chose. La deuxième, si on reste dans le secteur, le sujet pro, je dirais le réseau. C'est-à-dire que, personnellement, je m'amuse souvent en disant que je pense que je ne sais pas chercher de travail. J'ai trouvé tous mes tafs à 90% via le réseau. Et pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut le créer, un réseau, et il faut l'entretenir dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que demain, moi, j'ai passé des CV aussi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont besoin, voilà. Mais je pense que le réseau, où tu te trouves, peu importe, c'est fondamental. Savoir l'activer, savoir demander de l'aide. Surtout quand on voit qu'il y a une personne qu'on aime bien ou qu'on connaît qui est dans un secteur qu'on aimerait, ne pas hésiter à aller proposer un café, demander... Et ça induit aussi, je pense, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une curiosité intellectuelle. Je pense que chercher à, comme elle disait tout à l'heure Camille, quand elle a senti que le digital allait prendre, c'est ça en fait, moi, la curiosité intellectuelle, c'est de regarder autour de soi, d'observer ce qui se passe pour essayer au maximum d'anticiper les tendances. Ça demande beaucoup de concentration, de tri aussi dans ce qu'on consomme, en termes de contenu, je veux dire, que ce soit papier, vidéo, photo, on est exposé à plein de choses, mais du coup, on peut vite s'y perdre. Et je pense que pour coller à la connaissance de soi au premier, il faut avoir cette curiosité intellectuelle. Je pense que c'est tout un joueur. Je pense que c'est super intéressant. Le point du réseau, je l'abordais il y a 2 épisodes, dans l'épisode 2, parce que typiquement, c'est quelque chose que je pense qu'on voyait en bizarre quand on regardait les personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, par exemple, qui se recrutent de alumni de j'ai fait telle école. Ils ont archi raison. Et nous, on a du mal à se dire, nous on voyait ça comme du piston, on voyait ça d'un mauvais œil, et en fait quand tu vois le verre à moitié plein, tu te dis, en fait non, c'est du réseau et c'est là où on s'entraide. Et je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de... Pour moi, le réseau, c'est un peu la même chose que je vais faire du shopping, je vois une belle robe, j'appelle Camille, je lui dis, meuf, le taf, c'est pareil en fait. Et si on fait pas ça, honnêtement, c'est compliqué. Moi, j'ai cherché du taf en solo.
en vrai, c'est grave dur. Tu vois, et ouais, tu te rends compte que quand tu actives. Mais parce qu'en fait, il y a aussi un élément de confiance. C'est-à-dire que avec les gars, enfin, je parle souvent de Adrien Sam, on a bossé ensemble après Keyad. Mais parce que aussi, quand on parle de toi, la personne à qui on parle de toi a confiance en la personne qui lui dit. Donc, en fait, c'est plus facile de faire les connexions, quoi, je pense. Bah ouais, vous pouvez retrouver du coup Adrien et Samuel sur le premier épisode comme ça. Où la MIF, toujours, la MIF. Mais pour rebondir sur la partie travailler sur soi, je pense que quand tu parlais de ta question, savoir si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, je pense que sur ça, moi, j'aurais peut-être pu travailler un peu plus. Ouais. Quelque chose qui manque un peu, je pense, aux femmes noires ou aux noirs en général, où on se dit que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas pour nous et qui finalement est hyper important. Donc je pense que ouais, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut creuser parce qu'effectivement, c'est hyper important. Il faut rester concentré. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'inculquer, enseigner à tes enfants aussi? Comment tu leur transmets, toi, ton expérience, ton vécu? Et presque quelle éducation professionnelle, pour rester dans ce cadre-là, tu leur partages? Aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore un peu petits pour ça. Après, moi, je pense que je les pousserai à parler, pas forcément avec moi, avec des professionnels s'ils ont besoin. Il faut être ouvert, il faut être curieux. Enfin, pour le coup, tu vois, j'ai un de mes garçons qui est à fond dans le foot. Il y a 15 ans, t'as entendu ton fils dire que tu fais du foot, tu vas dire non, on ne fait pas parce que voilà, c'est pas forcément un métier. Aujourd'hui, je l'écoute, je l'encourage, je l'accompagne. Même nous, on l'encourage. Ah, voilà, tout ça Projet Mbappé, en fait. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, il faut rester ouvert. Tous les week-ends, je regarde combien de buts il a mis. Je vois demain, t'es fier, carrément. Soyez connectés demain matin. Mais non, en tout cas, on essaie d'accompagner au mieux et d'écouter. Et puis même, je trouve que l'investissement que vous avez en tant que parent aujourd'hui versus... Je dis pas que nos parents n'étaient pas investis. Je pense qu'ils étaient investis autrement et puis ils avaient peut-être pas les mêmes outils. Mais déjà, rien que ça, pour moi, le travail sur soi, il a déjà commencé. Parce que je pense que de voir ton parent se lever le week-end pour t'amener faire ce que tu as envie de faire, c'est aussi apprendre à ton enfant à suivre ce qu'il a envie de faire, quoi. Enfin, sa voix, à écouter comment dire, ses volontés intérieures, quoi. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est trop bien. C'est vrai que, par le parcours et l'évolution aussi dans le temps, il y a 40, 50 ans, c'est pas les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on a eu la chance, comme tu dis, de choisir nos métiers, des métiers qui nous permettent de voir plus loin que de payer nos loyers, nos factures. Et nos vies, elles ont grave changé entre le début qu'on a commencé à travailler maintenant, et on le voit. Ouais. Et c'est important de le dire, que c'est évidemment, on a bossé pour, il n'y a personne qui va dire l'inverse, mais ça reste une chance, parce que c'était pas forcément gagné, quoi. Bah ouais, on peut se le dire et être fier de nous, on vient de très loin, sans que ce soit de l'arrogance, c'est vraiment du constat, parce que je trouve que moi j'aime beaucoup vos parcours, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une ressource, un livre, une émission, quelque chose qui vous inspire, que vous avez envie de partager, toi, Dom, par exemple? Ce serait hyper chaud, parce qu'en fait, j'en ai plein. Enfin, c'est-à-dire que... tout à l'heure, je suis passé très vite sur la connaissance de soi, mais pour moi, les personnes qu'on choisit de suivre comme, c'est pas des mentors, mais comme des rôles modèles, ça fait partie de la connaissance de soi. Okay. Ça veut dire que pourquoi je me sens inspiré par telle actrice, pourquoi je me sens inspiré par, j'en sais rien, Michelle Obama ou par tel chef d'entreprise, c'est qu'il y a quelque chose chez cette personne qui me donne envie de lui ressembler potentiellement. Okay. Donc ça fait partie du travail sur soi aussi, parce que les gens peuvent se dire oui, mais ça veut dire quoi la connaissance de soi, le travail sur soi, on commence par où en fait pour faire ça, enfin tu vois. Et c'est vrai qu'au début, quand tu te poses, tu te dis bah oui, j'avoue, je commence par où. Et il y a des outils, enfin aujourd'hui même avec l'intelligence artificielle ChatGPT, il y a des moyens de trouver ça, mais c'est de demander déjà d'où on vient et où est-ce qu'on aimerait aller et pourquoi, et quelles sont les personnes qui nous motivent à y aller, tu vois. En termes de ressources, j'en ai tellement de gens que je suis. Moi, j'adore suivre évidemment des femmes noires qui ont réussi, pas que dans le milieu. Je sais que les Noirs, on est grave toujours dans les milieux du divertissement, mais pas que dans le milieu du divertissement, même des écrivaines, des journalistes que je suis, des hommes aussi évidemment. Mais bon, moi, je suis une femme noire, donc en fait, je vais vers, tu vois, ce qui me ressemble. J'ai pas d'exemple précis là tout de suite, et si ça me reviendra, je te les dirai et tu pourras les rajouter. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, oui, de travailler même ces ressources-là, de se dire par qui je suis impressionné, de lire les biographies aussi, de comment ces gens-là sont arrivés où ils sont. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui permet aussi de vachement avoir de l'empathie envers soi-même, de se dire tu ne vas pas réussir du jour au lendemain, enfin, ça prend du temps, voilà, c'est les trucs qu'il faut mettre en place, etc. Donc, voilà. Et surtout, je trouve,
on a beaucoup d'orgueil, je pense, de par nos origines, mais on réussit jamais tout seul. Comme tu disais, le réseau, ça en fait partie parce que j'arrête pas. Je pense que je vais répéter à chaque épisode, mais pour moi, il y a 3 aspects, c'est le travail, la chance et le talent. Déjà, si on a un peu de talent, il faut le travailler, parce que sinon il va se tarir, ça grossit pas tout seul. Et la chance, pour moi, c'est la partie du réseau, c'est quand les planètes s'alignent, tu rencontres la bonne personne au bon moment, où il y a le bon job. Mais pour ça, il faut être prêt. Et donc, du coup, le travail, il faut le faire. Parce ce qui permet de minimiser la chance. La chance, c'est bien, mais c'est l'aspect qu'on maîtrise le moins. Donc, pour moi, c'est celui qu'il faut avoir le plus petit dans ce trio. Toi, Camille, est-ce qu'il y a peut-être un livre ou quelque chose qui là te vient à l'esprit comme là, comme ça, j'ai pas, mais tu vois, tu parlais de représentation. Moi, dans mon cas, j'ai du mal à trouver une représentation, en tout cas en France, qui soit femme noire, avec des enfants, qui travaillent en même temps. Et ça, tu vois, on en parle souvent avec toi et aussi avec Cornelia sur ça. Donc, j'ai pas forcément de représentation de livres qui viennent comme ça, qui m'inspirent, mais voilà, tu parlais de divertissement pour beaucoup de femmes noires, mais moi, j'aime bien Ciara. Parce que Ciara, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément. Elle est arrivée, danseuse, chanteuse, et aujourd'hui, voilà, elle a sa famille, elle est épanouie. Donc, j'aime bien ce type de modèle. Après, voilà, ça reste aux États-Unis, et en France, on a moins ce cas-là. Mais là, comme ça, j'ai pas de... Et puis elle vient tout juste de prendre la nationalité béninoise. Ouais, en plus, tu vois, c'est la famille. Ouais, il y a une forme de retour. Ça me fait penser dans ce sens-là. Moi, j'ai plutôt Issaré, qui est actrice-réalisatrice, qui est juste incroyable, dont je suis beaucoup le parcours pareil qui est américaine. Je ne pense pas que ça n'existe pas en France. Je pense que ce qu'il faut, c'est multiplier ce type d'initiative justement pour leur donner... pour les personnes qui le souhaitent de la visibilité et qu'elles aient envie de partager leur parcours. Et je pense qu'on en a vraiment besoin, en fait. Et pas juste de voir des gens qui nous ressemblent, mais de comprendre comment ils ont fait pour arriver où ils en sont, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, si je devais citer des gens qui... En fait, j'ai du mal à trouver moi-même en tant qu'homme noir, de personnes qui m'inspirent. Aussi par cet aspect orgueil de... moi, je suis pas fanatique de quelqu'un, mais j'admire beaucoup de parcours parce que, oui, ça permet de se projeter, de se dire, bon, au même titre que la représentation, si on est plusieurs à réussir, ça montre qu'on est plusieurs à être capables et que ça donne... Et je trouve que c'est d'ailleurs intéressant de poser cette question-là parce que je trouve que ça montre bien à quel point, aujourd'hui, on en est où on en est, mais franchement, plein de fois, on y allait au talent. Plein de fois, on y allait en mode, écoute, on verra ce que ça va donner. Enfin, parce qu'en fait, comme on n'a pas eu de représentation, on ne sait pas en fait comment... et je pense que nous sommes les premières générations qui allons peut-être potentiellement inspirer les autres et pouvoir documenter les parcours comme tu es en train de le faire avec ce projet, par exemple. Enfin, tu vois. Parce que sinon, autrement, c'est compliqué en fait d'avoir une vision claire de vraiment... Et moi, je pense que c'est une question que beaucoup de jeunes doivent se poser. Parce que moi, je me la posais beaucoup et je me la pose encore. Quand je vais commencer un nouveau projet, quand j'ai envie de... et je vais ajouter ça par rapport quand je disais tout à l'heure, les conseils pour les jeunes, c'est de ne pas s'endormir dans sa zone de confort. En fait, de ne jamais s'arrêter, de se former, d'apprendre, de dire il y a tel milieu qui m'intéresse, je vais aller me former. Mais il y a la question principale qu'il y a toujours, c'est je commence par où ? Et ça, c'est ça qui est hyper dur, en fait. Pour choisir tes études, je commence par où ? Pour trouver un travail, je commence par où ? Pour monter mon réseau, comme on dit, je commence par où ? Pour travailler sur moi, je commence par où ? Et en fait, c'est à ces questions-là qu'il faut arriver à trouver des réponses qui soient tangibles. C'est vrai que, pareil, anecdote du premier épisode avec Adrien, qui s'est formé au CPF, avec le CPF au beatmaking, ce genre de choses. Donc ouais, c'est vrai que plein de trucs comme ça où on ne sait pas où sont ses ressources. L'idée, c'est, en faisant ça, en tout cas, en faisant ce qu'on fait ici, c'est d'essayer de laisser un message et de partager un peu d'expérience pour que ceux qui se disent je ne sais pas quoi faire, justement, je ne sais pas par où commencer, et qui veulent peut-être travailler dans le digital ou d'autres personnes, d'autres secteurs d'activité qu'on aura dans cette émission, puissent se dire ok, je vais peut-être essayer de toquer à cette porte-là et pour avoir c'est pour ça qu'il faut qu'on monte des trucs de mentorat. Enfin, en fait, même dans la communauté, c'est des choses qu'il faut, tu vois, qu'il faut mettre en place. Parce que je me souviens, dans mon parcours cabossé, il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait un bilan de compétences et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, ils mettaient à la fin du bilan de compétences en relation les anciens du bilan de compétences qui avaient réussi à se reconvertir avec les nouveaux.
Et plein de gens retrouvaient du travail comme ça, en fait. Et une fois de plus, c'est encore du réseau qui n'est peut-être pas forcément direct, mais qui amène aux mêmes, aux mêmes solutions. Après, c'est vrai que la première, je pense la première étape quand on se pose la question de par où je commence, nous, quand on était plus jeunes, on nous disait Google est ton ami. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent dire ChatGPT est ton ami. Enfin, il faut faire des recherches, quoi. Il y a pas, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a un chemin facile. Enfin, il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre le temps de faire des recherches, de regarder, de machin. Enfin, c'est. Mais tu as raison, parce que, pareil, encore chez Keyad, il y avait une société qui s'appelait Origami, et ils prenaient beaucoup de profils de gens qui sont reconvertis et qui ensuite arrivaient à chez Keyad. Et du coup, je fais beaucoup d'appels aux épisodes précédents, mais dans l'épisode précédent, il y avait Jamel, notamment, qui était passé par ce programme et qui était arrivé chez Keyad. Là, on va peut-être un petit peu arrivé sur la fin. On a fait déjà un bon étalage de vos parcours et de vos vies, donc merci pour ça. On parlait de mentorat, d'entraide. Je me souviens quand même, une anecdote sur chacune d'entre vous, qu'il y a maintenant 6 ans, t'avais fait un article sur moi sur un de tes blogs et qui est encore valable. Wow, j'avoue, le temps passe. Ouais, et je me suis dit, waouh, même moi j'étais c'est vrai, impressionné que tu veuilles. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant que tu lances ton podcast, parce que c'était un peu le même format, mais du coup avec le blog à l'époque, de mettre en avant dans la communauté ou des personnes qu'on ne voit pas souvent, justement des parcours pro. Et je trouve ça bien moi, je suis pas du genre à me dire je commence un truc, forcément que je le finisse. Il y a une raison si je l'ai arrêté à ce moment-là. Et je trouve ça bien que ce genre d'initiative se multiplie. Donc en fait, là, en plus, avec un format qui est d'actualité, quoi. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que, c'était 6 ans, le temps. Ouais, au moins, je me souviens, parce que c'était avant mon job actuel. Comme quoi. Mais oui, non, franchement, le temps passe. De ouf. Mais il y a une autre anecdote sur Camille que peut-être tu n'as pas. Dis-moi. Est-ce que tu savais que Camille a fait de la chanson? Mais oui. Quoi? Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu Elle nous a caché ça. Parcours cabossé, on a tenté, on a fait des choses. Attends, mais comment tu sais? C'est vrai qu'on en avait parlé chez OMD. Et j'ai eu la chance, j'ai plus en tête. T'as le son? Non, j'ai pas le son. Ah, je veux voir. Le son. Là, j'ai trop envie de voir. Je sais pas si sur les plateformes, c'est quelque part, je pense pas, parce qu'à l'époque, tu me l'avais fait écouter sur un iPod. Ouais, c'est ça. À l'ancienne. C'est quoi? Mais du coup, je me souviens de ça. Et le son était pas mal, hein. Moi, j'avais bien aimé. On comprend d'où ça vient pour ta fille, en fait. Les chiens ne font pas tes chats. C'est ça. Et du coup, petite question pour finir sur une note un peu rigolote. Petite question pour toi, Camille. Est-ce que c'est Cameroun ou Côte d'Ivoire? Fais attention à la réponse. Important. Je crois que je vais dire quand même Côte d'Ivoire. Je suis obligée, ça se déracine. Mais voilà, aujourd'hui, je suis mariée à un Camerounais, j'ai des amis camerounais, je suis entourée de Camerounais aujourd'hui. En ce moment, on n'est pas trop... Donc voilà, ça reste le continent aussi. C'est la belle famille, donc on fait avec. Ouais, j'étais obligée de te la poser, parce que comme Dom est là, camerounaise, après, je savais. Moi, je rappelle aussi que je vais à la CAN au Maroc. Je serai au stade pour Cameroun-Côte d'Ivoire, donc ça va se jouer là-bas. Force à toi. Franchement, ça va pas être évident. Hein. On prend le rendez-vous dans 1 an, 2 ans, on fait la suite, on saura le score du match et on fera comment l'expérience. Mais au-delà du fait que tu sois, rappelle, tu seras en famille, et c'est aussi ces jobs qu'on a et les niveaux de vie qu'on a qui nous permettent ce genre de choses. Et c'est ça, quand on dit que moi je suis fan et assez admiratif de vos parcours et ton parcours, c'est ce genre de choses. Comme nous du tien. Et c'est vrai que c'est assez fou et je pense que on est tellement souvent dans le quotidien qu'on oublie ça. Ouais, c'est ça. On oublie que par rapport à nos parents, on est archi loin. On a fait notre part du boulot. Parfois, je me retrouve, mais moi, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, je suis pas censé être là, quoi. C'est-à-dire que mon histoire ne racontait pas que j'allais être... Non, c'est pas censé être là. T'as fait ce qu'il faut pour être là. Oui, mais ce que je me dis, c'est que quand même, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouais, c'est quand même un truc de fou. Tu vois, et je trouve que c'est important de le mesurer. Parce que même nos parents, même eux, après, on a des parents africains, tu connais, mais même eux, ils pourraient se dire, finalement, on n'a pas si mal taffé que ça, puisqu'ils s'en sont sortis. Et que, tu vois, et je trouve que c'est important de reconnaître que on vient de loin. Moi, typiquement, ma mère, avant que je sois chez TikTok, elle savait pas ce que je faisais. Elle comprenait pas mon boulot. Donc, mais aujourd'hui, au moins, elle connaît le nom. Elle comprend toujours pas, mais au moins, elle connaît le nom de l'entreprise. Elle connaît le nom de l'entreprise. Mais mine de rien, c'est vrai que quand on voit que nous,
on peut, je veux dire, on a mis plus qu'un pas en avant et on a fait notre part du boulot. C'est important de s'auto-congratuler sans que ce soit de l'arrogance. C'est vraiment. Et c'est aussi en ça que je trouve que même notre groupe de potes est hyper sain. Parce que tu vois, enfin, faut le dire, parfois ça peut créer des trucs de ouais, mais pourquoi tel. Et au final, on est hyper à se motiver les uns les autres. Enfin, moi, quand j'ai appris que vous avez chez TikTok, j'étais en mode ouais, mais lourd. Carrément, moi, je suis fier d'avoir des potes, tu vois, de pouvoir dire que. Moi, je le crie sur les toits. Quand on s'est croisés justement là-bas, j'étais fière de me dire que voilà, on a commencé. Ouais, tu vois, c'est important. Enfin, et vraiment pas seulement pour la fête, mais parce qu'on sait le travail que ça demande c'est ça. pour arriver jusque-là, quoi. Parce qu'on n'avait vraiment pas de. Enfin, nous, on n'avait pas ce truc de on a fait telle école ensemble, viens que je passe ton CV, que machin. Non, toi, tu passes ton CV, tu vas et tu fais ton entretien. Enfin, en tout cas, vous, dans votre cas, en tout cas. Mais ouais, non, c'est clair que c'est cool. Et c'est aussi cool parce que ça nous permet, pour nos enfants, de se dire qu'on peut leur offrir autre chose, quoi. C'est vrai, ça, en tout cas, ça ouvre les horizons, ouvre le chakra, c'est un peu, encore une fois, le but ici. Et tu parlais justement d'Adrien, de Sam. Vous êtes, comme je leur demandais, tout premier épisode, il y a plusieurs mois, vous avez un petit groupe dans lequel vous organisez des soirées. Je leur ai demandé à l'époque, il y avait pas de soirée d'actualité, mais surtout, ils m'ont dit que vous avez lancé les invitations et créé l'info avant même d'avoir une soirée. Nous, on est des ouf. On est des ouf. Enfin, oui, parce que c'est vrai que nous, on bosse. Mais nous, on se le dit souvent tous les trois, parce que c'est des sujets qu'on aborde souvent. En fait, on n'imaginait pas avoir un boulot, on va dire, classique, quoi, un truc corporate, et ne pas avoir de projet à côté. Okay. Je pense que nous trois, on a tous des projets à côté. Surtout trois hommes artistiques. ouais, c'est totalement ça. Et c'est vrai que pour moi, dans des moments où c'était très, très compliqué mentalement dans mes jobs corporate, ces trucs à côté, ces side projects m'ont vachement aidé à, tu vois, diriger mon attention vers autre chose. Là où Camille, elle rentre, elle n'a pas le choix, il y a ses enfants, elle doit s'en occuper, donc forcément, son attention est dirigée vers autre chose. Bah, moi, par exemple, c'était ça. Et c'est vrai que c'est cool, c'est motivant, c'est inspirant d'avoir des potes qui sont dans le domaine. Et c'est vrai que oui, les soirées, on les a lancées un peu comme ça. Et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a fait un peu comme ça, tu vois. Adrien, avec les blind tests, c'était pareil. On en a parlé, on s'est dit, on le fait, on a booké un lieu, tu vois. Et en fait, tu vois, et je pense que souvent, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Parfois, ça sert à rien de réfléchir pendant 15 000 ans. T'as envie de faire le truc, t'y vas. Mais je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure de la connaissance de soi. C'est qu'on sait que c'est des trucs qui nous font vibrer et qu'a priori, quand tu mesures le risque, tu te dis c'est quoi le pire qui puisse m'arriver. Bon, il y a pas, tu vois, le risque n'est pas si grand que ça, quoi. Et du coup, c'est quand la prochaine date? On arrive. On partagera dans les commentaires, dans les. On arrive, ouais, c'est vrai que c'est dur de trouver le temps de, tu vois, de réorganiser, mais oui, on arrive. On en refera forcément une, c'est sûr. Ok, canon. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Ouais, merci vraiment, et c'est très très cool. Aujourd'hui, l'idée encore une fois de ce podcast, c'est de permettre à des personnes qui ont envie soit de travailler dans nos métiers ou discuter. Donc peut-être que on aura nos premiers contacts. J'espère que vous pourrez permettre à quelques-uns de trouver leur voie. Et c'était tout le but de ce podcast, en tout cas de cet épisode. Encore une fois, merci. Et merci d'être brave. C'est tout l'objet de ce Et force podcast. à brave. On espère que ça pète bientôt, quoi. Top. Merci beaucoup. Merci.